going to ask you the questions, but actually they come from the third member of the gang, who lives in Belgium and could not come. Okay. And Solène went back to Tunisia this morning, so couldn't be here right now and regrets it deeply. Yes. So Fatima is acting on their behalf and is going to ask you the questions. Thank you for taking up the slide. Gloria, c'est vrai que je comprends pas du tout l'anglais. J'ai expliqué ce que tu m'as dit tout à l'heure. She's the Parisian member of the team, but she doesn't understand English at all, so I'm going to translate it into French for her. Je parle portugais, mais pas anglais. She speaks Portuguese, not English. Je vous en prie. Alors, déjà la question de base, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire? So, a very basic question, which they ask every author that they meet. What gave you the idea for the book? No. Oh, a different one. Okay, more general. What led you to become a writer? Yeah. You know what? I have not been asked this question yet. This is very good. Okay. On lui a pas posé cette question. Non, c'est intéressant. Well, so I've written since as long as I can remember. Since I was a very small child. I grew up right next in a very small town, and my house was right up against a gigantic forest. And rather than staying inside and playing with toys, I always wanted to be out in the woods. And I created imaginary worlds and all sorts of different characters and creatures that filled these worlds, and then I would come home and write stories about them. So I've always been doing that, but I didn't think that writing was something I could do as a profession. I thought that writers ended up just living with their parents forever. Because most writers can't make any money. Yeah. So they wouldn't have to literally live with their parents, but that's basically the way you say you don't have any money, so you have to live with your parents. And so I became a professor, and I was just after my first year of teaching history at Macalester College. One of the things that I had done as a child and was absolutely obsessed with was horses. And it was like really, I worked at a horse ranch every summer, and I spent as much time riding as I possibly could. And once I went to university and graduate school, I didn't have money or time to ride anymore. So after I got my job at Macalester, I decided to reward myself by spending the summer riding horses. And so the first day I went out to ride a horse at the beginning of the summer, I had him all ready to go, and I was leading him out of the barn, and he got spooked by another horse, and he jumped, and he came down in the middle of my right foot and crushed it. So I was stuck inside on the couch for the rest of the summer. And I was so angry because where I live, summers are very short and winters are very long, and so you want to enjoy summer as much as possible. But because I'm a very stubborn person, I decided that I wasn't going to do work related to history. I was going to do something that was just for me. And I had always wanted to write a novel. And so I'd been writing all these little stories my whole life, but I'd never given myself permission to write a full-length fiction tale. And so I started, and as soon as I did, it was like turning on a switch inside me that I couldn't turn off again. And I realized that I wanted more than anything to write books as part of my living. I never thought it would be the only thing I did. I thought I would just do it in addition to teaching. So I did that. I wrote, and I wrote, and I wrote, and I wrote, and I also did research and found out that in order to be published by one of the major publishers in New York, I needed a literary agent, and I didn't know what those were. So I did research about literary agents, and I ended up finding one. And Penguin, my US publisher, bought my series Nightshade in the summer of 2009, and that was a year after I'd broken my foot. So it all happened very quickly, and then Nightshade became a New York Times bestseller, and a bestseller in France. And all of a sudden, I needed to only write, because it took over my whole life. And so in many ways, that horse did me the biggest favor of my life by breaking my foot. So it's a strange story, but that's it. There's always good in the bad. Yes, exactly. Alors, en fait, elle, depuis qu'elle était toute petite, elle écrivait, elle vivait dans une petite ville qui était adossée à une grande forêt. Effectivement, elle était tout le temps à l'extérieur en train de jouer dans les bois, et elle inventait des mondes imaginaires. Elle aimait ensuite, quand elle rentrait à la maison, écrire ce qu'elle avait imaginé dans la journée.
Mais bon, effectivement, elle n'envisageait pas de devenir écrivain de profession, parce qu'elle avait l'idée que ça rapportait pas, en fait, que ça permettait pas d'en vivre, et que tous les écrivains vivaient toute leur vie chez leurs parents. Oui. Donc elle est devenue professeure au Macalester College et dans sa première année d'enseignement, en fait, elle s'est offert un stage d'équitation. Voilà, elle venait juste d'obtenir son diplôme, donc elle a voulu se récompenser. Et donc elle avait plus le temps puisqu'elle commençait à enseigner de temps personnel pour écrire, mais en échange elle a pris un cours de cheval l'été, plusieurs cours de chevaux, et en fait quand elle est sortie de la grange la première fois sur son cheval, un autre cheval a fait peur à son cheval, elle est tombée et en fait elle s'est carrément cassée. Did you break your right foot? Yes. It was broken. This one. Elle s'est cassé le pied droit. Donc forcément, dans l'endroit d'où elle vient, en fait, les étés sont très très courts. C'est comme les ici. hivers sont très très longs. Et donc, pour elle, elle était assez en colère parce que ça voulait dire qu'elle avait gâché son été. Et puis quand même, elle est très volontaire et donc elle s'est dit, je vais pas travailler allongée sur mon canapé là tout l'été. Je vais faire un truc que j'ai jamais eu l'occasion de faire. J'ai toujours voulu écrire un roman. Je vais écrire un roman. Et donc c'est comme si elle s'est mise à écrire. Et c'est comme si elle avait appuyé sur un bouton et qu'elle ne pouvait plus éteindre le processus. Elle s'est mise à écrire. Elle a fait un peu de recherche. Elle a constaté qu'elle avait besoin d'un agent. Qu'est-ce que c'était un agent déjà? Ensuite, elle en a trouvé un. Et puis, elle a écrit sans discontinuer. Et au final, en 2009, un an après son accident de cheval, Penguin, qui est un énorme éditeur américain, lui a acheté, comme tu le sais, lui a acheté la série Nightshade, qui est devenue un New York Times best-seller, qui est aussi devenu un best-seller dans le monde entier, aux États-Unis, en France, etc. Voilà, et donc en fait, elle a eu cette fois l'occasion d'écrire du soir au matin, la possibilité d'en faire son métier, et en fait, elle dit merci beaucoup au cheval, qui lui a permis finalement de trouver sa voie. C'est bien. Alors, justement, ça me fait venir, parce que ses précédents romans étaient surtout, je crois, de la beat lit. Oui. Et pourquoi maintenant le steampunk? Your previous series was kind of a bit lit, you know, there were vampires Yes. in it, and it's a different genre Yes. from steampunk. Yes. And how come you went over to steampunk? I wanted to do steampunk because, so prior to the horse, I was a history professor and I love history. And so the idea of writing a novel that had historical elements was very appealing to me. But my favorite genre of literature has always been fantasy. And steampunk offered the opportunity for me to bring those two things together. So I could delve into the past while at the same time adding all sorts of fantastic elements that would, you know, kind of still appeal to the world building that I really like to do in my books. Alors en fait, elle était professeure et donc l'une de ses passions c'est l'histoire. L'autre, et c'est le genre littéraire qu'elle aimait le plus lire, c'est la fantasy. Et au final, ce que ça lui a permis de faire, en fait, de choisir le steampunk, c'est d'associer deux de ses grandes passions, pouvoir retourner dans le passé, puisqu'elle explore une période de l'histoire qu'elle connaît très bien, et aussi pouvoir y ajouter des éléments fantastiques. Voilà, donc le meilleur des deux mondes. Bah justement, alors, d'où l'univers que vous avez créé dans ce roman? D'où est-ce que ça vous vient tout ça, les machines, toutes ces choses un peu fantastiques? Where does the universe, the very detailed world that you created, and all those fantastic machines, you know, that are shaped as animals, for example, where did it come from? They actually, I hadn't really been thinking about it too much, but when I was telling the story about how I first began to write, I really do think it all goes back to that time when I was a little girl in the woods, because it instilled in me a great love of nature, and just the natural world and animals and plants and everything. And so the part of steampunk where machinery has such an organic quality to it allowed me to kind of think about creations that were mechanical, but also I tried to emulate the natural world as well. So, for example, the Pisces, which is the submersible that they're in, I modeled after a goldfish that had gigantic, fancy fins and everything. The hummingbirds, literally, like they're hummingbirds, which are, you know, incredibly fast, but also, you know, the name just played really well into that
the meaning of kind of a messenger service. And then the dragonflies are one of my favorite insects, and I think that it was kind of a combination of the idea of the mad scientist, but also the desire to kind of claim the beauty of the environment at the same time. That was very unique, and I found incredibly appealing. And so it was basically, I just got to basically let my imagination run wild with those two aspects in mind, the mechanical and the natural, and figure out what were the ways that I could bring them together that I found the most compelling. Alors, donc en fait, tout ça, ça revient à la période où justement c'était une petite fille, quand elle était toute petite, et qui jouait beaucoup dans les bois. En fait, de cette époque-là, lui est resté un amour de la nature, des animaux, des plantes, du monde naturel en général. Et en fait, à son livre, elle a voulu donner une certaine... en anglais, on dit tout le temps organic. Ça veut dire que tout le monde entier est vivant et on en fait tous partie. Et donc, elle a voulu garder ça, et elle a fait des créations qui étaient à la fois mécaniques, mais aussi qui ressemblaient au monde naturel. D'abord le sous-marin, qui s'appelle le poisson-lune en français, le Pieces in English, en anglais, qui est en fait une espèce d'énorme... Poisson rouge. Poisson rouge. Ensuite, la libellule, qui donc en fait se trouve être son insecte préféré. Voilà, et pour finir, ce qu'on a appelé nous les mouchards ou les oiseaux-mouches, les hummingbirds, qui sont comme un service de messagerie presque instantané, très rapide en tout cas pour l'époque. Voilà, en fait l'idée c'est qu'elle avait envie d'écrire sur tout ce qui est savant fou, et pourtant de garder un aspect beauté de la nature qui lui apportait beaucoup, et donc en fait imaginer ce monde-là, ça lui a permis de garder les deux, de trouver le meilleur moyen d'allier les deux, le mécanique et le naturel. Ça fait penser un peu à Jules Verne. Yeah, it reminds her of Jules Verne. Oh yeah, yes, I love yes. Alors, ça c'est une question de Rosalie. Pourquoi avoir choisi New York? Why did you choose New York as a setting? There are a couple reasons. I love New York as a city. I lived there for 3 years. It has a very special place in my heart. But I also wanted to use New York because it really is, I think, considered to be the kind of iconic American city. And so much of what Inventor Secret is about dismantling the idea of America. And so kind of placing New York in control of the British Empire, I felt like made that issue more poignant. And also it's something that I think people recognize New York as such a cultural standout, I guess I could say, in a way that it would be familiar to people as an important city, but I also wanted to change it enough by making it a floating city, by making it having different platforms that were aligned to function of the city and aligned to different classes, so that it would be something that was familiar to people yet changed very much so to understand through New York as a particular space the changes that have happened in the world of the Inventor Secret as well. Alors, en fait, elle adore New York et elle y a passé 3 années. Elle y a habité pendant 3 ans et c'est une ville qui a une place particulière dans son cœur. C'est aussi une ville américaine qui incarne l'Amérique, qui est vraiment iconique aux États-Unis. Il se trouve qu'en écrivant Le secret de l'inventeur, le projet c'était de démonter les États-Unis pièce par pièce, puisque c'est des États-Unis qui ne sont jamais advenus, ne se sont jamais créés, puisque la révolution américaine n'y a plus jamais pu y avoir lieu. Et donc, elle trouvait ça intéressant de mettre la ville de New York, de faire de cette ville l'endroit qui est contrôlé par l'Empire britannique. Elle trouvait ça assez poignant, ça lui permettait d'inverser les choses. C'était d'autant plus difficile pour les Américains de lire que leur capitale, enfin c'est leur capitale culturelle, était aux mains des Britanniques. Et à la fois c'est une ville qui est très familière pour les Américains, et en même temps elle l'a changée en faisant une ville flottante, où il y a différentes plateformes qui en fait correspondent à différentes classes sociales et qui correspondent aussi à différentes fonctions. Sur certaines plateformes, il y a un type d'usine, etc. Et donc, quelque part, c'était une façon d'incarner dans la ville le point auquel le monde du secret de l'inventeur a changé par rapport
à la vraie histoire américaine. Ok. Alors, et l'autre question, c'était, je ne sais pas si elle est pertinente, vous êtes-vous inspiré de votre entourage, de votre famille, pour décrire le caractère des personnages de l'histoire? Did you, perchance, take inspiration in anybody from your close friends or close family to base yourself upon to create characters, or are these completely original characters? They're all completely original characters, and it's one of those things where I get asked this question a lot, and I always feel a bit strange because my characters, when they are in my head and when the story is coming together, they feel very real, and I feel like they almost insist on their realness. So I feel that if I were to say they were based on someone else, they'd be very upset with me, which I know makes me feel like a crazy person, but it is true. I think all writers, you definitely, to be a writer, I believe, is to be an observer of the world. So I wouldn't, I'm sure I have seen things happen around me that have influenced the creation of the characters, but there has not been any time where I've said, this character is based on this person in my life. That my writing simply doesn't work that way. So. Alors, en fait, tous ces personnages sont complètement originaux et pas basés sur une personne de son entourage. En fait, c'est souvent une question qu'on lui pose, cette question que tu viens de lui poser, et le fait est que ces personnages sont très réels. En fait, c'est comme si ces personnages, elle les connaissait intimement et qu'il lui parlait et lui disait « Ah, moi, j'existe, je suis réel, je ne suis pas juste inspiré par quelqu'un. » Elle dit en rigolant qu'il serait en colère s'ils apprenaient qu'ils sont basés sur un personnage existant dans son entourage. En fait, elle est évidemment, comme tous les écrivains, elle observe beaucoup ce qui se passe autour d'elle, dans le monde. Et bien sûr, sans doute, les choses qu'elle a pu voir au cours de sa vie l'ont influencée et ont finalement abouti à la création de ces personnages, mais c'est presque comme s'ils étaient vivants. Voilà. Alors, on va parler de la couverture. Est-ce que vous avez votre mot à dire? Parce qu'elle est sublime. I love it. It's not my idea. Well, she was precisely asking, did you have a say in creating the cover or not? Yes. Because she loves it. Yes, I do too. And no, I can't take any credit for it at all. I think it's just a brilliant cover. I think it couldn't be more perfect. But generally authors aren't consulted about covers. They usually tell me ahead of time like what they're kind of thinking of. And then they show me the concept once it's available. And, you know, if I were ever to really dislike it, I think I could offer some protest, though I don't know how much influence it actually had, but this cover is just fantastic. So I was really excited from the very beginning. So. Alors, en fait, non, elle n'a pas pu influencer la couverture française, qu'elle trouve très belle, mais en fait, quand elle travaille avec son éditeur américain, l'éditeur américain lui dit quand même l'approche, lui dit voilà, on pense qu'on va faire ça, elle a le droit de dire plutôt oui ou plutôt non, elle peut influencer le concept de la couverture, elle peut protester, et ensuite, il lui montre le design terminé. Et, so what we do is we have to send the cover to your agent for you to approve. Yes. But only the finished product. That's all the contract says. Yes. And pour l'éditeur français, on fait une couverture et ensuite l'auteur has the final say. He can say no or yes. And she said yes. Yes. I think I actually, having talked to other American authors, I know that my access to information about the cover creation at Penguin is unusual. Like and it's because I think it's because I'm very, very close to my editor, and so she always is excited to talk to me about ideas for covers. And she also knows that anything she tells me could change at any minute. So she knows that those conversations are definitely about a process, and that she's not promising anything. But I think it's very helpful because and I feel involved, and it's really, really fun. Do you want me to translate that? Oh, sure. Yeah. En fait, elle dit que par rapport à son éditeur américain Penguin, en fait, elle a, par rapport à d'autres auteurs, beaucoup plus accès au process d'élaboration de la couverture, parce que elle est très très proche de son éditeur chez Penguin, et que donc cet éditeur peut pas lui faire de promesses, mais elle peut quand même l'associer au processus d'élaboration de la couverture, et elle pense en moyenne d'accès que les auteurs en général. D'accord, très bien.
Votre prochain titre est déjà en cours ou vous savez à peu près de quoi ça va parler? Is your next book or project dans cette trilogie-là ou dans un autre projet? Dans un autre projet. Is your next project already maybe started? Do you have anything in mind that you would like to write? Yes, I do. I'm very excited about this idea. It's only started in the sense that I've been making notes and have kind of written a paragraph here and there. It's not anything solid, and it's not anything I've... Actually, it's really funny because if any of my American agent or my editor in America happen to see any of the interviews I give here, they're going to be like, what are you talking about? Because I've not said anything to them at all. Because it's really something I've been doing just for myself. But I really want to write a mystery series that's set in the American West. And I think I became inspired to write this because while I was working on the second book in the Inventor's Secret trilogy, which is called The Conjurer's Riddle, the action of the book moves westward, and a lot of it takes place along the Mississippi, and a lot of it takes place in New Orleans. And in researching that book, I spent a lot of time reading about the frontier and the western settlement of the U.S., and it reminded me so much of how much that period of American history is steeped in myth and legend. And it just struck me as a really wonderfully rich setting to explore that really hasn't been addressed in young adult literature. And I've always wanted to challenge myself to write a mystery novel because mysteries really require a lot of advanced planning, and I don't do that when I write. I write in binge spurts, and I know how a story's going to begin, I know how it ends, but I usually have no idea how I'm going to get from point A to point B. And in the case of a mystery, you can't do that. You have to be much more precise about the development of the plot, and so I feel like it's kind of trying to challenge myself as a writer. But I think of it as Veronica Mars meets Little House on the Prairie, and I'm really excited. I think it could be really fun, so I do hope that it all comes together at some point. Alors, elle dit qu'effectivement, pour l'instant, c'est juste un projet qu'elle vient de commencer. Il n'y a que quelques paragraphes d'écrits, c'est des grandes idées. Do you want me to tell about the US publisher who would be surprised? Sure, Yeah. That's fine. Et que probablement, si son éditeur américain lit les interviews, il va être très étonné parce que lui n'a pas entendu encore parler. Donc c'est the huge preview. It really is. Mais en écrivant le deuxième ouvrage de la série Le Secret de l'Inventeur, qui s'appelle The Conjurer's Riddle, et l'action se déplace du côté du Mississippi, et une grande partie de l'intrigue va se passer à la Nouvelle-Orléans, et donc elle a dû faire des recherches sur tout ce qui était la frontière américaine, le Far West, etc., qu'elle trouve plein vraiment de mythes et de légendes qui sont fondatrices dans l'expérience américaine. Or, en young adulte, il y a très peu d'ouvrages qui utilisent ce genre de lieu et d'époque. Donc, elle s'est dit qu'elle allait se lancer un défi à elle-même et qu'elle allait écrire un roman policier avec des meurtres à résoudre. C'est un défi parce qu'en fait, elle ne planifie jamais à l'avance. Quand elle écrit, c'est vraiment, ça sort d'un coup. Et elle ne peut pas s'en empêcher. Et donc, elle ne planifie pas. Elle sait qu'elle va aller d'un point A à un point B, mais le chemin entre les deux, elle ne le connaît pas. Elle invente tout au fur et à mesure. Et donc là, c'est un défi. It's such a good show, Et isn't it? le style thriller, moi j'adore. Oh, J'espère que ça va bien. Ça, c'est Love Thrillers. Love, he's a huge fan of Veronica Mars. Ça va sortir. Yeah, and hopes really that you're gonna... I hope so too. I feel like this was a good test ground for like, I'm not the only person who thinks this is a good idea. So, because I really haven't talked to anybody about it. So I'm like, all right, it's going to play well in France. So I'll hopefully write it. All right. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Si c'est bon. On va peut-être poser la dernière, on va dire. C'était vraiment de qui elle est vraiment fan, quel autre auteur elle aime beaucoup. Est-ce que are you a fan of any particular author that you really follow their work or are inspired by them? Yes, I really love the work of Neil Gaiman. I read a lot of his work. I read everything that Olivia Bray writes, and Laini Taylor, and Laurie Halse Anderson. Barbara Kingsolver, Margaret Atwood. So it's on tape, but we'll send you, of course, you know Neil Gaiman and everything. Français.
c'est sur la bande, tous les noms là. Donc pour le coup, tu les as. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'envoyer, parce que tu connais Neil Gaiman, mais tu ne connais pas Lee Babré par exemple. Donc on va t'envoyer l'orthographe. D'accord. D'accord. Parfait. We'll send you an email after. Et juste la petite dernière, votre livre préféré? What's your favorite book? Watership Down by Richard Adams has Alright. always been is my favorite book for a long since I was a child. Donc Watership Down de Richard Adams, et pareil pour le D'accord. spelling, l'orthographe, on t'enverra un mail. C'est tout, voilà.